Bonjour, bienvenue dans cet épisode 6 sur 6 de cette saga en vidéo plus BD consacrée à la directive Nice 2. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous allons élargir Nice 2 au règlement DORA. Et nous allons voir quelques problèmes spécifiques tout à fait particuliers. Nous allons parler un peu des IOC. Nous allons surtout parler des scans et des CERT. Et dans cet épisode 6 sur 6, nous avons une petite surprise qui est un invité. Surprise, une guest star que nous allons vous présenter dans un instant et qui va vous éclairer sur des dispositions un peu techniques de ce règlement DORA et de cette directive Nice 2. Donc, super avocat, RSSI ISO 27001, je crois que vous nous connaissez si vous avez suivi les précédents épisodes avec Clara, notamment à la partie technique. Et aujourd'hui, nous avons notre invité, Patrice. Est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Patrice Auffrette. Je suis ingénieur en cybersécurité depuis plus de 20 ans et j'ai une double casquette puisque j'ai une première partie de carrière en sécurité offensive avec des pentests, des audits de sécurité, des choses comme ça. Et une seconde partie de carrière en sécurité défensive avec les missions que j'ai exercées au sein d'un CERT d'une grande entreprise française. Et j'ai créé la société ONIF en 2017. À l'époque, le terme Attack Surface Management n'existait pas vraiment, mais on évoluait tout à fait dans ce secteur-là. C'est une entreprise autofinancée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'investisseurs. Et notre objectif, il est très simple, c'est de lutter contre l'exposition aux rançongiciels, donc que nos clients ne se fassent pas intruser et n'aient pas à payer de rançon pour récupérer de ces intrusions. Donc, ta présentation explique à elle seule la pertinence de ta présence dans cet épisode. Comme toujours dans cette série en vidéo plus BD, bah, vous avez donc des slides et des vidéos qui sont consultables en ligne. Donc, allez sur technique et droit du numérique.fr où vous trouverez tout ça. On relaiera ça sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Et si vous avez suivi cette série, bah, toujours du diptyque, le fléau des dieux qui va nous permettre d'illustrer tout ce qui est les entités critiques essentielles importantes et financières. Et en fait, non, pour les entités financières, c'est une autre BD, c'est Hercule, les trois tomes de Hercule aux éditions Soleil par Morvan, Louki et Thiel. Vous allez voir, c'est intéressant parce qu'il y a des dispositions dans Dora très précises sur les pentesters notamment qui n'existent pas dans la directive NIS V2. Voilà, juste rapidement là aussi pour replanter le décor, nous sommes le 14 décembre 2022, donc il y a quelques mois après, à peine. Un règlement DORA, sécurité des systèmes d'information du secteur financier, donc c'est les entités financières, c'est vraiment le cas spécial. Et le cas général, c'est la directive NIS V2 qui va piloter le gros de nos explications d'aujourd'hui. Voilà, c'est juste un petit rappel sur tout ce qu'on avait vu dans les épisodes précédents. Donc, on a vu un peu la directive Critical Entities, donc la sécurité physique. Et vous voyez, Nice 2, les épisodes 1 à 5, vraiment très Nice 2. Et l'épisode 6 d'aujourd'hui, IOC, Scan et CERT avec du Nice 2 et du DORA. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Qu'est-ce que nous dit la directive Nice 2? Les États membres, hein, donc les 27 États de l'UE, doivent, c'est une obligation, mettre en place des autorités, des points de contact, des CERT-CECIRT et des autorités de gestion des cybercrises. On n'aura pas le temps de tout traiter aujourd'hui. On va vous traiter principalement les trois premiers points. Et on va commencer par l'organisation, ce qu'on appelle maintenant le triptyque de l'organisation de chaque État membre, hein, de la cybersécurité. Alors pour beaucoup de Français, ça ne va pas apparaître comme une grosse nouveauté, hein, puisqu'on a quand même l'ANSSI qui joue un rôle central dans tout ça, le CERT-FR, évidemment. Il faut simplement comprendre que dans les 26 autres pays de l'État membre, tout le monde n'a pas le même niveau de maturité en termes de cyber. Donc la volonté de l'UE, c'est d'arriver à imposer un système commun qui permette également de communiquer notamment entre CERT et CIRT. On va voir dans quelle mesure. Alors, ce qui est assez difficile quand on lit la directive Nice V2, ce que Patrice a fait, hein, il nous l'a avoué juste avant le début de cet épisode, là, il a passé sa nuit à lire Nice V2, il s'est éclaté, c'est certain. Ne réponds même pas, Patrice, on imagine tout à fait ton commentaire. C'est que il y a quand même dans Nice V2, il y a des rapports, il y a des citations qui renvoient à d'autres notions. Vous voyez, on est quand même dans l'article 13.5 de Nice V2 et on nous dit le recensement des entités critiques.
Alors, et puis les entités essentielles recensées, mais qui sont critiques, et puis les incidents critiques et essentiels, et c'est vital. En fait, ça n'a pas été très, très bien écrit, faire des textes fleuves, tous adoptés le même jour. Ben, ils sont un peu pris les pieds dans le tapis. On va essayer de faire, plus dans le positif, mais vous voyez que ce soit critique, essentiel, important ou vital, on est bien sur quelque chose, bah, de critique et de vital pour nos économies et on parle bien de nos infrastructures numériques. Allez, on va se lancer un peu sur le CERT. On va un peu regarder ce qui se passe. Alors, bon, Patrice, voilà, moi j'étais prendre une définition sur Wikipédia. Le CERT, c'est toi qui vas nous en parler. C'est quoi un CERT? Ça sert à quoi? Oui, alors les CERT ont plusieurs missions. Certains CERT vont faire toutes les missions du panel du CERT et certains CERT vont faire juste un sous-ensemble des missions. Alors, les missions, il y aura par exemple la veille hein, sur les menaces. C'est une mission. La réponse à incident, c'est une autre mission. La surveillance du réseau, c'est aussi une mission, hein, notamment le SOC. Le SOC peut être intégré dans le CERT. Et puis, peut-être qu'une nouvelle mission qui pourrait arriver serait l'attaque surface management. Justement, ça pourrait être une nouvelle corde aux arcs des cyberdéfenseurs, puisque le CERT, c'est un cyberdéfenseur, tout simplement. Bon, Patrice, il dit ça, mais en fait, c'est tout à fait prévu, et on va le voir dans un instant, dans le dispositif, de Nice V2, hein, bien sûr. Alors, juste pour vous donner quand même quelques éclairages, cette notion d'incident de sécurité, alors dans Nice 2, on parle des incidents majeurs de sécurité qu'il va falloir notifier. Alors aujourd'hui, c'est tout à fait clair, c'est l'article 23 de la directive, hein. On vous met des numéros d'articles, c'est que vous pensez pas que c'est facile à lire, il faut rassembler des briques à droite à gauche, c'est un peu complexe. L'idée, c'est quoi dans les incidents de sécurité majeurs qui seront à notifier? C'est déjà d'avoir un interlocuteur unique pour remonter les incidents. Et ça, bah, de manière assez classique et intelligente, ça va être les CERT, hein. CERT, c'est CIRT, on ne rentre pas dans ce débat-là. Bon, c'était classiquement ce qui s'était passé pour le RGPD, ça pose plus de problème. Dandora, c'est organisé de la même manière. On va pas rentrer trop dans le débat là. Ce qui est intéressant dans NIS2, c'est que quand même, on franchit un cap. C'est que c'est bien de notifier à l'autorité nationale qui, elle, va les reporter à l'autorité européenne, hein, donc c'est l'ENISA, on en parlera tout à l'heure. Mais surtout, c'est que maintenant, je suis prestataire, je me fais poney, j'ai un problème dans le service que je rends, eh bien, je vais notifier également cet incident de sécurité à mon client professionnel. Et oui, on prévient ses clients qu'on s'est fait harponner. Et tant qu'à dérouler une mécanique un peu intelligente, je crois qu'il faut quand même se féliciter que l'UE ait poussé le raisonnement jusqu'à son terme, c'est qu'il va également y avoir une sorte d'obligation de conseil des prestataires, si ce sont eux qui se font poney, c'est de leur dire, bah, les gars, chers clients, je me suis fait poney, et pour éviter que ça vous contamine trop, ou en tout cas pour essayer de lancer vos actions de remédiation, eh bien moi, prestataire, je suis tenu de vous indiquer les mesures que vous pouvez appliquer en réponse. Donc, c'est pas juste, voilà, on s'est fait trouer, je te serre la main, bon courage, on se reparle dans 2 ans. Il y a également un début de plan d'action. Voilà ce que vous pouvez faire au niveau de ce qui, moi, m'est arrivé, et je communique, et c'est une obligation au profit de tout le monde. Donc ça, je pense que ça va déjà faire avancer le schmilblick de manière sévère. Puis ça évitera quelques éditeurs qui mettaient l'histoire sous le tapis et qui évitaient d'en parler, ce qui donne lieu notamment à des débats dans la LPM 2023 qui est en cours de fidélisation, mais on en reparlera un autre jour. Et pour aller plus loin, le CERT, en fait, pour le résumer en mots simples, voilà, vous voyez, article 11.3, A, B, C, D, E, F, G, H. Vous voyez là, ça c'est le rôle du CERT. Donc, vous voyez, le CERT va devenir, pour le faire en mots simples, le cœur du dispositif de la cybersécurité. On remonte tout au CERT, le CERT pilote, le CERT coordonne avec l'ENISA, qui va devenir le CERT, enfin, qui est déjà le CERT EU, mais dont le rôle va être vraiment boosté. Et vous voyez, si on prend juste quelques mots-clés pour bien comprendre les missions des CERT nationaux, surveillance en temps réel ou quasi réel des réseaux, les mécanismes d'alerte précoce, si possible en temps quasi réel, réagir aux incidents, blablabla, les analyses de données de police scientifique, c'est tout le forensique. On voit apparaître au point E, qui est un point qu'on va un peu creuser, la notion de scan proactif. Voilà, ça c'est vraiment le truc où maintenant c'est écrit dans les textes. On va faire du scan proactif, on va voir un peu ce que ça donne. Et puis coordonner aux fins des processus de divulgation, blablabla. Bon, retenez ça, le CERT, dispositif central de coordination, remontée et redescente
bien sûr, des vulnes et des modes opératoires, donc de tous les IOC. On rentrera pas trop dans la technique aujourd'hui. Avec un point qui est intéressant quand même, vous voyez parfois, peu de texte, mais pour retenir les idées claires sur ce qui va se passer, en tout cas sur ce qui va tomber sur le dos des certes qui existent. Il va falloir que dans chaque État membre, les certes aient des moyens, des ressources suffisantes pour garantir des effectifs suffisants, hein, ça fait beaucoup de suffisants, mais c'est comme ça que c'est écrit, pour développer leurs capacités techniques. Donc, c'est pas juste dire sur le papier, on va monter un CERT, voilà 2,50 € et fait le job. Non, il va falloir une vraie mise en adéquation des missions et des objectifs, et donc les moyens qui vont derrière. Avec, et c'est la deuxième partie de l'encadré, et voyez ça, ça va commencer, on arrête de rigoler un peu, des infrastructures de communication et d'information adaptées, sécurisées et résilientes. Parce que si on commence à attaquer le réseau des certes et que le réseau des certes tombe, bah, il va pas se passer grand-chose. Donc on commence par protéger l'organisation qui va permettre de gérer la remontée et la redescente des informations relatives aux vulnes. C'est quand même pas débile. Parce que visiblement, si en France, c'est déjà assez bien fait, il y a probablement des pays d'Europe qu'on ne citera pas où c'est pas encore le cas. Donc il va falloir se donner les moyens de sa politique, tout simplement. Oui, et ce que je pourrais ajouter, c'est que les moyens, c'est bien sûr des ressources suffisantes en ressources humaines, mais c'est aussi l'outillage. Quand on a des bons outils, on est bien plus efficace que quand on a des mauvais outils ou pas d'outils du tout. Donc c'est aussi à prendre en compte, je pense, pour que les CERT et ces CIRT aient les moyens d'accomplir leur mission. Bon, on glissera, on développera pas le genre j'ai un EDR, j'ai des alertes qui remontent, mais j'ai personne qui lit les alertes, hein. Ça, on n'en parle pas, hein. Ça n'arrive Oui, jamais, non, hein? Hein? non, non. Non, non, ça n'arrive jamais. Bon, on n'insiste pas. OK, on va passer au chapitre, un peu rapide sur les scans proactifs. Parce que quand même, c'est la première fois qu'on a un texte européen, qui va être transposé dans les droits nationaux, d'accord, mais enfin, à un moment, les États vont pas réinventer la roue. Alors, avant de parler, de cette notion de scan proactif, on va mettre les choses au clair et vous avez vu, d'ailleurs dans ta slide où tu présentes ONIF, tu nous dis que tu as fait de l'offensif et maintenant que tu fais du défensif. Alors, l'Union européenne l'a dit 2 fois dans NIS 2, c'est super clair. Les pros aujourd'hui qui font de la cyberprotection, cyberdéfense, tiens, on appelle ça comme on veut, ça doit être de la cyberdéfense active qui repose sur une stratégie défensive qui exclut les mesures offensives. OK? C'est dit tel quel, j'ai mis entre guillemets dans le cartouche que vous voyez. Donc aujourd'hui, quand on fait de la cybersécurité, on fait du défensif actif. On ne fait pas de l'offensif. Bon, alors, partout, ça market, on dit qu'on fait de la mesure offensive parce qu'on va mieux se protéger, mieux se défendre. OK, vous ne serez pas puni parce que vous dites que vous faites de l'offensif, mais si on veut faire les choses proprement, on dit qu'on fait de la cyberprotection active. Tout le monde est content et on peut continuer à faire son boulot. On n'insiste Oui. pas. Ouais, Ouais, je pense que on peut dire que ONIF s'inscrit exactement dans cette stratégie-là, puisque notre objectif, c'est d'apporter la même vision que les cybercriminels donc à nos clients, mais en utilisant des méthodes non intrusives, donc qui restent des méthodes actives, mais qui sont plus proches de la défense que de l'attaque. et on va voir en détail maintenant, justement, et tu vas pouvoir nous expliquer, nous juristes, à un moment, on s'arrête un peu sur nos explications techniques. Voilà ce qu'on peut lire dans la directive NIS V2. Voilà. Réaliser des scans proactifs afin de détecter des vulnes. Donc, voilà, parce qu'il y a des juristes, on leur dit, scan proactif, ils ne savent pas scan proactif de quoi? Bah, c'est pour détecter des vulnérabilités susceptibles d'avoir un impact important, on n'en parle pas. OK, ça c'est très bien. Donc les scans, quelles sont les conditions que ces scans doivent remplir? Eh bien, ne pas avoir d'effet négatif sur le fonctionnement, bah, du service des entités qui se font scanner. Ça paraît un peu la base. OK? Donc on peut faire ça sur un environnement de prod, parce que c'est un peu l'intérêt des choses quand même, mais sans aller démolir le système d'information et le service rendu, en temps réel, en ligne. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Mmh, tout à fait. Tout à fait. Nous, on scanne tout internet, en fait. Donc, on peut d'ailleurs dire que c'est non discriminatoire puisqu'on ne fait pas de différence entre l'adresse IP d'une entité ou celle d'une autre entité. Et surtout, quand on scanne tout internet, bien sûr, il faut qu'il n'y ait aucun effet négatif sur le fonctionnement des adresses IP scannées. Donc on s'inscrit, vraiment, là-dedans et
Concernant les critères d'évaluation des risques objectifs, Ah, c'est assez simple. On a une entité américaine qui s'appelle le CISA et qui a un catalogue qui s'appelle le Known Exploited Vulnerabilities, donc les vulnérabilités connues pour être exploitées pour commettre des intrusions. Et c'est exactement cette liste-là qu'on utilise. Et concernant la transparence, c'est publié dans notre documentation, donc on annonce clairement ce qu'on fait. Il n'y a pas de, c'est transparent. ouais. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre là, on est dans le dernier paragraphe de cette slide, les articles 32 2D et 33 2C. Alors, cherchez pas à comprendre la logique là-dedans. L'un, c'est les entités essentielles, l'autre, c'est les entités importantes, mais ils ont recopié la même phrase. Voilà, c'est donc des scans. On va faire des scans de sécurité proactifs pour détecter les vulnes, machin, fondés sur des critères d'évaluation des risques objectifs, non discriminatoires, équitables et transparents. Bon, c'est du verbiage de Bruxelles. Il faut comprendre que dans les rédacteurs de ces textes à Bruxelles, c'est pas tous des super techniciens. Donc, de temps en temps, ils prennent des mots-clés, ils essaient de mettre des grandes notions pour qu'on essaie de faire les choses proprement. Enfin, pour que vous, les pros, vous puissiez faire les choses proprement. Parce que qu'est-ce qu'on va mettre dans un contrat? Je te jure, moi, prestataire, j'ai mis en place des scans fondés sur des critères d'évaluation des risques objectifs non discriminatoires, équitables et transparents. Ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qu'on comprend au final, c'est que je ne vais pas scanner n'importe quoi, n'importe comment. J'ai une méthode. Je ne vais pas perturber le système d'information que je scanne et je suis en mesure de faire un rapport qui soit auditable ou qui soit compréhensible et j'ai de la doc derrière. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Mm. OK, D'ailleurs, sur le sujet, on en reparlera peut-être après. Non, OK. j'interviendrai plus tard. Allez, allez, on progresse. Mm. Alors, ce qui est intéressant quand même, parce qu'on parle de scan proactif afin de détecter des vulnérabilités, c'est quoi une vulnérabilité? Eh ben, on a une définition légale. Alors, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est dans NIS 2, hein, voilà, une faiblesse, une susceptibilité ou une faille d'un. Alors, produit TIC, service TIC, c'est un logiciel ou un service numérique, hein. Ils ont mis TIC, ça fait très joli, ça fait un peu années 90, mais c'est comme ça, qui peut être exploité par une menace. Voilà. Donc, on a une définition légale qui est super large, qui est pas très claire. Pour moi, je la trouve pas très satisfaisante, mais au moins, on a quelque chose. Et là où je pense que nous, les Français notamment, on a une expérience qui est intéressante, c'est d'aller voir ce que disait depuis quand même quelques années maintenant l'ANSSI. Et l'ANSSI, sur la notion de vulne, en fait, ils ont une définition qui est plus intéressante. Qu'est-ce qu'au final, il faut retenir de cette notion de vulne? C'est qu'il y a un truc qui a été mal conçu ou qui a oublié quelque chose. Et voyez comment c'est écrit par l'ANSSI. Donc, c'est une maladresse, donc une négligence éventuellement. C'est rarement un truc volontaire. Dans les specs, la conception, la réalisation, donc c'est le développement, l'installation ou la config, ou la façon de l'utiliser. Et donc, avec cette définition de l'ANSI, on comprend mieux ce que c'est qu'une vulne. En fait, là, le terme devient clair, c'est n'importe quoi qui pose problème et qui permet à quelqu'un de rentrer, de faire quelque chose qui n'a pas été conçu par les concepteurs justement du système ou du logiciel. Moi, je trouve Mm. que c'est plus clair avec la définition de l'ANSI et ça permet d'éclairer la définition légale. Voilà, après, chacun en fera ce qu'il voudra. Ouais, pour prendre un exemple concret technique, ça inclut par exemple un service RDP qui serait exposé à Internet et qui ne devrait pas l'être. Ça peut inclure aussi un logiciel qui a une vulnérabilité critique. Bref, c'est vrai que cette définition, elle regroupe tous ces concepts-là et ça marche plutôt bien. Voilà. Et encore, on a été sympa, on vous épargne la définition de vulnérabilité qui existe aussi dans le règlement DORA, qui bien sûr est différente de la définition de vulnérabilité qui est dans NIS 2, hein. C'est des fois que ce soit compliqué ou que ce soit simple, ça doit être pour nourrir les avocats. Donc juste un mot pour vous dire que là, les grandes notions, vous allez me dire c'est magnifique, c'est sur le papier, c'est dans NIS 2. Webinar sur NIS 2 fait par l'ANSSI le 16 mai 2023. J'ai fait un screenshot d'une des slides de l'ANSSI. C'est marqué. Alors, je vous ai mis la grande flèche hein, et un peu de couleur orange pour qu'on voit bien. Voilà. Précision des actions de régulation de l'ANSSI. Exemple, les scans automatisés. Ben, les scans automatisés, c'est les scans proactifs. C'est pas que des scans faits par des machines, hein, on peut y mettre aussi des humains derrière, mais voyez, dans les 5 points soulevés par l'ANSSI, il y a scan automatisé. Donc ça reste, enfin ça va devenir le cœur du dispositif de vérification de la sécurité des systèmes d'information, de la cybersécurité, des entités essentielles ou importantes sur NIS 2 ou des entités financières sur DORA. On en parle dans un moment.
Voyez, donc pour vous montrer que cette notion de scan de sécurité, c'est pas juste sorti du chapeau sur 3 articles. Après, ils en parlent un peu par-ci, ils en parlent un peu par-là. Voilà, il y a juste une phrase, je vous la lis pas entière, mais qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit: «Audit de sécurité ciblé ou scan de sécurité». Bah, pour moi, c'est un peu la même chose, hein. Patrice, toi, tu as une vision différente de ça? Oui, alors si on se tire un peu les cheveux, audit de sécurité, c'est peut-être plutôt de l'organisationnel avec un questionnaire, Ciblé, donc ciblé, mais ciblé. mais il y a le ciblé derrière qui fait que c'est peut-être pas ça non plus. Et par contre, scan de sécurité, là, clairement, on est sur du scan technique, hein, donc on récupère de l'information technique. Donc oui, c'est vrai que c'est une phrase qui est pas forcément très claire sur quelle est la différence entre ces 2 types d'audit, quoi, enfin d'audit ou de scan. Ce qui permet de faire un commentaire un peu off, sur la globalité de tous ces projets tech, c'est qu'à un moment, on peut pas s'attacher au mot à mot pour essayer de tirer, des conclusions sur chaque phrase. Il y en a quand même qui veulent rien dire et on vous montrera notamment sur les tests, qui peuvent être menés en application de Dora. Il y a des trucs qui nous ont fait bien rigoler et Patrice rigolera, encore plus, dans un instant pour vous montrer tout ça. Alors, juste un point rapide là-dessus, scan de sécurité, scan proactif et RGPD. Alors là, c'est moi qui vais m'énerver tout court parce que j'en ai ras-le-bol d'avoir des DPO qui me disent: «Oh là là, vous pouvez pas venir scanner, la sécurité de mon système d'information, il y a des données personnelles, c'est des violations de données, il faut que je fasse des notifications à la CNIL». Alors, on va remettre, non pas la charrue avant les bœufs, on va remettre les bœufs devant la charrue. Si on fait des tests de sécurité, c'est pour améliorer la sécurité des systèmes d'information et si on rentre dans un système d'information, parce qu'on a fait un scan proactif et non intrusif, hein, on reprend toujours le même terme, et qu'on tombe sur des données personnelles, bah, au final, qu'est-ce qui doit l'emporter? Bah, c'est la directive NIS 2. C'est-à-dire que si on fait ça, c'est pour améliorer la sécurité du système et la protection des données au final. Donc on arrête de me dire: «Oh là là, mais c'est pas possible parce que le RGPD l'interdit». Alors, pour les plus juristes, hein, qui ont vraiment envie de chercher des arguments, moi j'ai trouvé Cour de cassation, 8 mars 2023, hein, on est en 2023, 8 mars, donc c'était il y a 3-4 mois. Le RGPD, ça n'est pas un droit absolu qui prévaut sur tout le reste. Donc aujourd'hui, pitié, chers amis DPO, chers amis RSSI, chers DSI, cher tout le monde, on branche le cerveau et qu'est-ce qu'on fait? Prévoyez dans toutes vos conditions de service, en standard, partout, que vous vous réservez le droit à tout moment de faire des tests et d'accéder à des données à caractère personnel aux fins légitimes des intérêts de la cybersécurité. Vous prévoyez ça au départ pour tout. Je prévois ça dans toutes mes conditions RGPD pour tout le monde depuis le début. Vous le prévoyez dès le départ. Ce qui fait que après, vous êtes tranquille. Si vous allez faire des tests, si vous allez faire des pen tests, des scans proactifs, tout ce que vous voulez, vous tombez sur des données perso. La conséquence, c'est que vous allez protéger les systèmes d'information. Donc, c'est bon pour le RGPD, c'est bon pour la protection des données personnelles. À vous de vous organiser avant, au lieu d'empêcher les pen tests et de bloquer les business de se faire. Faites votre boulot d'abord, vous les DPO, et vous allez voir, le système va progresser et on va gagner en sécurité. Oui, parce qu'il J'arrête faut de m'énerver. ouais, parce qu'il faut pas oublier que les cybercriminels, RGPD, tout ça, ils s'en Ah foutent un oui, petit peu. Donc si on laisse cet avantage aux cybercriminels, en gros, de faire des tests d'intrusion non souhaités, et qu'on se prive, nous, de le faire dans un cadre légal encadré, on leur laisse encore un avantage s'il y avait besoin de leur en donner encore. Donc, il faut pas se priver de faire des tests d'intrusion au pour motif des qu'il y aurait questions le RGPD. RGPD. Voilà, Voilà. voilà. Donc merci, Patrice, remettons un peu de bon sens, j'adore Mm, ton argument, je sens que je vais beaucoup le réutiliser. mm, Bon, maintenant qu'on a fait, tout ça, on va faire un petit parallèle avec Dora. Parce que quand même dans Dora, il y a des trucs qui intéressent, très directement, les pen tests. Alors pas directement les scans proactifs, mais vous allez voir, il y a des trucs dans Dora. Donc Dora, on va faire simple, NIS V2, c'est pour tout le monde, il y a annexe 1, annexe 2 avec des tas de secteurs concernés et Dora, c'est une loi spéciale, c'est une sorte de dérivé de NIS 2 spécial, secteur financier. Banque, assurance, chambre de compensation, et tout le monde. Bref, dans Dora, on va vous montrer un peu rapidement, il y a des dispositions tout à fait claires et très précises, sur la cyber, hein, sécurité. Alors c'est la résilience, OK, mais la résilience derrière, c'est des obligations de cybersécurité et notamment une obligation de détecter les activités anormales. Alors,
on va vous le faire un peu en rapide parce que si faut en plus s'éplucher Dora, on n'a pas fini. Voilà comment c'est écrit en moyenne. Mettre en place des mécanismes permettant de détecter rapidement les activités anormales, y compris les incidents liés au TIC. Enfin bon, c'est tout ce qui est numérique. Vous voyez TIC, vous enlevez TIC, vous mettez numérique et vous avez tout compris. Donc voilà, juste l'ambiance, détecter les activités anormales, et de temps en temps, il y a des phrases qui tombent. Alors moi, j'aime bien cette slide parce qu'elle est, elle est super visuelle. Donc on a une les entreprises, hein, qui vont être concernées par DORA, on parle d'à peu près 22 000 entités au niveau européen, plus tous leurs prestataires. Et dans les obligations de détection, vous voyez, repérer les points uniques de défaillance potentiellement significatifs. Patrice, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, un SPOF, donc bon, c'est bien défini ici, mais globalement, dans une architecture réseau ou logiciel, il y a différents composants. Et si l'un de ces composants ne fonctionne plus et que c'est l'ensemble du système qui arrête de fonctionner, là, on voit clairement qu'il y a un single point of failure. Donc, les repérer, alors, on va pas forcément les repérer en faisant un scan de vulnérabilité technique, mais par contre, en faisant un audit d'architecture, oui, on peut repérer des SPOF. Donc, ce qui veut dire qu'en plus des outils en eux-mêmes et des techniques à mettre en œuvre, il y a aussi des vrais audits, entre guillemets, sur le papier, qui vont permettre de voir ce qui est le plus repérable ou pas. Donc, quand on dit obligation de détection, il ne faut pas avoir que la partie outil, il y a également la partie organisationnelle et la partie opérationnelle qui est derrière. OK. Mm. Donc on poursuit, cette vision un peu rapide de Dora. Voilà, on nous parle aussi c'est un coup l'article 12, un coup l'article 32, un coup l'article 17, hein. Ça, c'est très compliqué, pour ça, pour suivre Dora. On nous parle, on nous dit: «Mettre en place des indicateurs d'alerte précoce pour veiller à ce que les causes originelles de la faille, de la vulnérabilité, hein, soient identifiées, documentées et qu'il y soit remédié». OK? Donc vous voyez toujours, on sent bien qu'il faut mettre du préventif. On peut faire du scan en permanence pour détecter les problèmes, OK, mais ça s'inscrit dans une politique préventive. Alors évidemment, si on se fait poney, ben, on va les combler, hein, on va les remédier, on va remédier dans tous les sens du terme, et on va aussi faire, de la détection. Parce que si on ne fait pas de la détection, on voit bien que ça ne va pas marcher beaucoup. Ah bah si, tiens, en fait, on vous l'a mis, la détection de vulnérabilité, la notion, pardon, la définition légale de vulnérabilité d'Andorra. Vous voyez, c'est à peu près la même chose, faiblesse, susceptibilité ou défaut d'un actif, d'un système, d'un processus ou d'un contrôle qui peuvent être exploités par la cybermenace. OK, on parle bien de la même chose, on n'insiste pas. Alors, il y a un truc qui est quand même assez nouveau dans Andorra, c'est qu'on oblige les opérateurs, les entreprises, hein, en clair, à tenir un registre des activités avant et pendant les perturbations. Ça t'évoque quelque chose ça, Patrice? Ben, j'appellerais ça quelque part un SOC qui s'occupe de traiter tout ce qui se passe et de tracer les activités avec un système de ticketing peut-être, des choses comme ça. Ouais. En clair, parce que faut bien comprendre là, le registre, je cite, hein: «Le registre des perturbations», hein, on n'a pas inventé le vocabulaire. Le registre, c'est, en clair, toi, entité financière, tu vas déjà te tenir un tableau de bord de tout ce qui t'arrive. Et une fois que tu as ça, ben là, tu vas aller voir ce que tu vas aller notifier, à ton CERT, national. Donc c'est vraiment décorrélé. C'est quand même une grosse obligation interne à mettre en œuvre, et une fois qu'on a ça, qu'on est en mesure de mettre des abacs, et ben là, ensuite, on ira notifier. Donc il y a attention, il y a un gros registre qui va être à mettre en place chez les entités financières. Et on vous montre deux trois trucs comme ça sans insister trop. Ce qui est intéressant dans Doha, qu'il y a pas dans Nice 2, c'est cette obligation d'apprentissage. Où on vous dit quoi en clair? Ben, si vous avez vécu un incident, bah, tirez-en les conséquences, modifiez vos process, mettez en place des outils, corrigez, remédiez, «réparez» entre guillemets, mais prenez également de l'information sur la menace, en général, telle qu'elle est diffusée, par exemple par les cercles nationaux, et puis demandez-vous si ça vous arrive, quelles seraient les conséquences sur votre résilience opérationnelle numérique. Bon, ça, c'est du Dora dans le texte. Bon, Patrice, résilience, Ouais, concrètement, résilience. résilience ou résistance, je sais pas. Voilà. Suite à un incident avéré, effectivement, la résilience, c'est comment je m'en remets concrètement. La résistance, c'est comment je préviens la survenance d'un incident. Donc, bon,
J'ai l'impression que ça mélange un petit peu les deux ici, parce que on est un petit peu en amont, puisque c'est recueillir des informations. Bon, donc c'est plutôt vérifier qu'on est bien résistant à ce type d'attaque. Mais bref, Voilà, c'est et qu'on est en mesure de les anticiper. Enfin, on voit quand même bien l'idée, sans s'accrocher au terme. On voit bien qu'à mm, un moment, il faut quand même réfléchir. C'est pas, on a fait le job, et puis maintenant c'est terminé. Tout le système de Dora, ce sont des cycles, hein. J'analyse, je réfléchis, j'écris, je mets en œuvre, j'audite, j'ai un problème et je recommence mon système de réflexion. On est parti sur des systèmes évolutifs aujourd'hui, comme les outils et les services que notamment tu proposes, parce qu'aujourd'hui, c'est ça. oui, parce que nous, on Alors, se positionne plutôt en mode proactif que réactif. ouais. L'idée, c'est d'identifier ces vulnérabilités avant qu'elles ne soient exploitées et avant qu'elles n'aient un impact sur le système d'information. Si on sait que le drame arrive, qu'on laisse le drame arriver et qu'ensuite on pleure, c'est sûr que ça ne va pas servir à grand-chose et il faut qu'on sorte de cette logique-là, c'est très clair. Tout à Juste fait. encore quelques mots sur Dora, sur les tests de résilience. Alors, donc vous avez vu scan proactif, là on parle de Nice V2. Dans Dora, les termes sont à peu près quand même similaires. On vous dit quoi? Les entités financières veillent à soumettre au moins une fois par an pour les fonctions critiques, machin, des tests appropriés. Là, on parle de tests appropriés. Alors, qu'est-ce que c'est que les tests appropriés? Voilà, là, c'est le meilleur moment que Clara, Patrice et un certain nombre de professionnels et moi avons vécu, c'est l'article 25.1 de Dora, la liste des tests de résilience. Alors, je propose qu'on prenne juste le temps de les parcourir les uns après les autres. Patrice, tu as la parole. Oui, je vais pas les lire là, mais globalement, il y a de la redondance. Quand on voit analyse des écarts ISO 27001 et examen de la sécurité physique, corrige-moi, mais il me semble que dans ISO 27001, il y a déjà des choses liées à la sécurité physique. Ouais. Maintenant, les solutions de logiciels de balayage, alors c'est quoi un balayage? C'est un scan actif, justement, bref. Puis le test de On ne sait pas. compatibilité, Ah oui, moi j'aime bien celui-là. c'est quoi? C'est de la non-régression sur une upgrade système. Qu'est-ce que ça vient faire là? Enfin, si, ouais, éventuellement. Si, la résilience, si on fait une mauvaise upgrade, mais c'est loin d'être clair. Un test de performance, c'est quoi? C'est la protection contre les dénis de service, par exemple, dénis de service distribués. Oui, enfin, on a l'impression que ça a été, c'est une fusion de plusieurs pages Wikipédia et ils ont fait une espèce de liste à l'après-vert. Ouais, c'est ça, enfin, c'est un peu l'idée. Moi, celui que j'ai préféré, c'est les tests de bout en bout. Mais de bout en bout de quoi? Bah, de bout en bout. Ah, d'accord, ouais, super. Bon, enfin, Mm. quand même, on voit bien l'esprit. Bon, par contre, il y a un ou deux problèmes quand on vous dit, là, le point 2, analyse des sources ouvertes. En clair, c'est aller faire de l'OSINT, aller chercher les leaks. Sauf que le problème des leaks, c'est que s'il y a des données qui ne vous appartiennent pas et que ça a été volé massivement à une entreprise, vous n'avez pas le droit, en France en tout cas, clairement, vous n'avez pas le droit d'aller télécharger tous les leaks et en faire une grosse base de données et aller piocher dedans. C'est juste, c'est pénal, hein, c'est sanctionné pénalement. Donc on voit qu'il y a, pardon, il y a une espèce d'inventaire avec des trucs quand même qui ont été glissés dedans. Bon, c'est un peu curieux. Puis heureusement quand même, à la fin, 12 sur 12, hein, les tests de pénétration, hein, des fois que les tests de résilience, on a oublié ça, ils y ont quand même pensé. Enfin, ce qu'il faut retenir de ces catalogues ou de ces phrases qui sont parfois surprenantes dans Nice 2 ou dans Dora, hein, comme quoi le monopole de la mauvaise rédaction n'est pas exclusif. Comprenez l'esprit, voyez ce qu'il y a à piocher dedans, et puis voyez ce qu'il faut mettre en œuvre de manière intelligente. Parce que les examens de code source, lorsque cela est possible, oui, enfin, si on commence à éplucher les codes sources de tous les logiciels qu'on a dans tous les systèmes d'information, on est parti pour 10 000 ans de travail juste pour ce qui était déployé l'année dernière. Donc, il y a un moment, ce serait juste pas raisonnable. Voilà. Mais sachez que cette liste existe et qu'elle fait rigoler certains d'entre nous. Un dernier point sur Dora, avant de faire un petit aperçu encore sur les certes, et on reviendra sur Nice 2, les obligations des testeurs. Alors, vous voyez, on ne distingue pas scan proactif, pen test, scan de port. Non, non, c'est juste les testeurs. Les testeurs devront posséder. Alors, l'aptitude et la réputation la plus élevée, c'est magnifique. Ça veut dire, moi, ce que je comprends, c'est que ça ne peut pas être des amateurs bricoleurs, hein. Donc, le petit génie de 17 ans derrière son PC dans une cave obscure, c'est pas ça. Donc, mais c'est écrit comme ça, quand même. Les testeurs devront posséder des capacités techniques et organisationnelles.
Bon, je ne vois pas très bien ce que ça apporte au Schmilblick, mais on ne sait jamais. Et puis justifier d'une expertise spécifique. Bah, en matière de renseignement sur la menace, donc on est sur toute la threat intelligence, les tests de pénétration et la red team. Bon, bah, il y a des phrases comme ça, vous voyez, on est sur l'article 27.1 de Dora, on est content de savoir que ça existe. Plus utile. Et là, à un moment, parce qu'il va y avoir un changement dans l'écosystème des prestataires de cybersécurité qui bossent pour les entreprises, hein, que ce soit pour Dora ou pour Nice 2, décidément. On nous dit quoi? Bah, il faudrait que les pentesters ils soient certifiés. Alors, avec un organisme d'accréditation. Alors, à ma connaissance, en Europe entière, il y a une seule certification légale qui existe, c'est les prestataires PASI, prestataires d'audit de sécurité des systèmes d'information, mais qui ne doivent être PASI que pour faire des tests au profit des OIV, les opérateurs d'importance vitale. Alors aujourd'hui, il y en a 20, 30, je crois, en France, hein, la liste est publique, c'est sur la liste de l'ANSSI. Donc, pour faire des tests sur les OIV, il faut être PASI. Mais quand on va faire des tests pour des entreprises gouvernées contrôlées par DORA ou par NIS 2, bah, si vous êtes pas 6, c'est bien. Mais il y en a 25. À un moment, ils vont pas pentester tout d'un coup 50 000 entités. Donc, des certifications, à ma connaissance, il n'y en a pas, à part PASI. Patrice, tu confirmes? Oui, oui, moi, quand je lis ça, je pense automatiquement à PASI et je n'ai pas connaissance d'autres initiatives Voilà. de ce type. Voilà. Et alors, donc, si on dit, OK, il n'y a pas de certification d'État, l'Union européenne, quand même, s'est dit, ah ben alors, il y a peut-être des codes de conduite. Voilà. Donc, deuxième point, hein, ah, des codes de conduite. Des codes de conduite, t'en connais en matière de tests de sécurité des systèmes d'information? Non, non. Ça, je pense que c'est des choses qui se voient par contrat avec les clients, Eh ben peut-être. voilà, et voilà. Et on arrive au point 3. Qu'est-ce que c'est qu'un cadre éthique formel? Alors là, c'est moi qui vais répondre. Eh ben, c'est simplement des exigences contractuelles. Vous mettiez ça dans le corps de votre contrat, dans une annexe que vous appelez cadre éthique formel, ou vous appelez ça politique de test de pénétration ou politique de ce que vous voulez. Aujourd'hui, on n'a pas de certification, à part pour les passifs, mais qui ne s'appliquera pas. On n'a pas de code de conduite au niveau national ou de l'UE, ça viendra peut-être. Mettez-vous à faire du lobbying, cher prestataire, si vous entendez ces quelques phrases. Et sinon, la seule solution, c'est dans les contrats. Il faut aller Alors, voir des professionnels du conseil, par exemple l'avocat, hein, par exemple, qui savent un peu écrire ce genre de choses. Je ne sais pas pourquoi je fais cette précision. mais c'est intéressant ce cadre éthique formel, puisque en fait, donc au NIF, donc on scanne tout Internet et on se doit de le faire de la manière la plus éthique. Et on a simplement édicté nos 10 règles, nos 10 commandements, en gros, comment scanner Internet de manière éthique. Et ça, encore une fois, c'est public, c'est sur notre site web, vous pouvez consulter nos règles. Mais on s'est mis tout seul un cadre avant même que ça ne soit demandé dans la loi. Voilà. Et le juriste que je suis se permet de te reprendre, Patrice, il y a rien d'éthique là-dedans, c'est du légal. Voilà. L'éthique, c'est quand on n'a pas de règles légales. On a des règles légales, la preuve, hein, il y a tout Dora et il y a tout Nice 2, c'est des règles légales, plus le code pénal, plus d'autres trucs. Ça s'écrit très bien et on peut tout à fait faire des scans, de l'internet dans le monde entier en étant dans le strict respect de la loi, y compris de la loi pénale. Donc c'est le côté éthique qui me fait toujours un peu rigoler, mais c'est pas grave. Dernier point sur Dora maintenant, parce que, là, on a un peu révisé bien sûr avec Patrice avant d'enregistrer cet épisode. Bah, Patrice quand même, il a un peu rigolé quand il a vu ça, puisque dans Dora, il y a quand même l'obligation pour les prestataires de tests de sécurité, d'être assurés. Et Patrice, m'avait dit en voix off: «Mais évidemment, on est tous assurés». Non, non Patrice, il y a des tas de prestataires qui font des tas de trucs, plus ou moins bien, hein, ils ne sont pas forcément mauvais, mais l'obligation d'assurance n'est pas montée au cerveau de tout le monde. Donc là, Dora nous le dit clairement, dûment et entièrement couvert par des assurances pertinentes, y compris les risques de mauvaise conduite et de négligence. En clair, ben, un pen test, comme tout test, ben, à un moment, ça peut foirer, il peut y avoir des effets de bord, ok, il peut y avoir des dommages qui sont causés. Assurez-vous. Et en clair, quand on va être une banque, une assurance et qu'on va choisir un prestataire de pen test, eh ben, on va faire une belle checklist et à la fin, on dit: avez-vous une assurance? L'assurance couvre-t-elle ça, ça, ça et ça? Et si vous rentrez pas dans les cases, eh ben, la banque, l'assurance, la chambre de compensation vous renverra jouer avec votre pelle et votre râteau, puisque bah, vous ne serez pas conforme à Dora, vous ne serez pas un professionnel sérieux. Mais il fallait l'écrire et c'est comme ça pour tout le monde, hein, on est d'accord, les pros au sérieux sont bien sûr assurés.
Tout à fait, tout à fait. Et j'ajouterais même qu'effectivement, il y a différents risques à couvrir, mais il y a aussi des montants à mettre en face de chaque risque, hein. Parce que si on prend la totale en termes de couverture, mais que le montant, je sais pas, c'est 10 000 euros, c'est peut-être un petit peu léger pour auditer un OIG. Ça sent la négociation contractuelle. Nous garderons ça sur un channel plus privé. Nous en reparlerons, c'est sans problème. Voilà le dernier point, et ça, c'est un point d'attention quand même, parce que moi, je le vois dans ma pratique d'avocat en termes de négociation ou dans des rendus de rapport. Il a fallu, parce qu'il y a quand même certains abus qu'on a vus à droite à gauche. Donc, Dora vous précise que quand vous êtes un prestataire donc de services de sécurité, on appelle les services de sécurité gérés, enfin bon, il y a plein de trucs qui, on va pas insister là-dessus. On vous dit, bah, il faudrait peut-être quand même penser, quand vous envoyez votre rapport, vous, le professionnel du pentest, du scan proactif, à peut-être éviter d'envoyer votre rapport en clair juste par email à votre client, hein. Il y a peut-être des données sensibles dedans, donc il faudrait peut-être, à un moment, réfléchir à une mise à disposition sécurisée des documents permettant d'expliquer l'audit, ce qu'on y a trouvé et la manière dont on le fait. Voyez? Aujourd'hui, l'écart de pratique chez certains professionnels est tel qu'on est obligé d'écrire ça dans des règlements ou dans des directives. Donc, vous, les pros, alors je ne parle pas de toi, Patrice, parce que je te connais assez, mais vous, en général, les pros qui nous écoutez, commencez à réfléchir à la manière dont vous mettez vos rapports à disposition de vos clients, hein. Le chiffrement, c'est la base. Un transfert sécurisé de la donnée aussi, et puis qu'à un moment, on sache bien qui a téléchargé quoi et qui a ouvert quel document et dans quel système d'information est le document avant de découvrir que quelqu'un de non autorisé y a eu accès. Je ne rentre pas Mm. là-dessus. Ça fait déjà un moment qu'on se parle, on va essayer d'attaquer le dernier point. Le dernier point de cet épisode 6, qui clôture ce cycle Nice 2, je sais que je me répète, hein, je ne suis pas complètement Alzheimer encore, mais là, il y a un point qui est important. C'est bah, justement la divulgation des vulnes à l'échelle européenne. Si on pense local, c'est bien. Si on pense régional, c'est pas mal. Si on pense national, c'est mieux. Et si on pense européen, bah, on voit bien qu'aujourd'hui, la menace, elle est mondiale. Donc, réfléchir au niveau européen, c'est bien. Et c'est quoi, exprimé en français de Bruxelles dans le texte, dans Nice 2? Bah, c'est des règles et des obligations pour le partage d'informations en matière de cyber. Donc ça veut bien dire, il m'est arrivé un truc, je vais remonter l'info à quelqu'un, ça va être les CERT, et dans l'autre sens, bah, les CERT, ils ont récupéré plein d'informations, on va les faire redescendre au niveau individuel pour que chacun puisse mettre en œuvre ces mesures de protection. Et là, vous avez entendu tout notre discours avec Patrice depuis le début, bah, ça va être le rôle du CERT. Voilà. Avec cette mise en œuvre de coordination et de divulgation coordonnée des vulnérabilités. Voilà. C'est institutionnalisé, c'est organisé comme ça et ça tombe sur le CERT. Et on va arriver à l'ENISA dans un instant avec un système qui est mis en œuvre d'ailleurs par la France et tout à fait promu par l'ANSSI depuis plusieurs mois. On va d'abord faire un réseau des CERT nationaux des 27 États membres, chapeauté par l'ENISA qui va un peu piloter tout ça. Vous allez voir en une slide, vous allez tout comprendre. Et dans les pays, on va pousser à des développements de CERT régionaux ou de CERT sectoriels. Patrice. Les CERT sectoriels, oui, régionaux, chaque région est en train de se doter de son propre CERT aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il faut pouvoir coordonner tout ça et surtout qu'ils coopèrent bien ensemble, quoi. Voilà, ça va être le problème. Donc on va y venir dans un instant, puisqu'on est presque au bout de cet épisode qui est un peu plus long. Avec juste un truc, parce que moi j'en ai marre de lire n'importe quoi sur les réseaux, notamment les hackers éthiques qui nous bourrent le mou avec leurs pseudosciences, ça commence à me fatiguer. Voilà, ça va être une obligation, ça va être facile à mettre en œuvre d'ailleurs par l'ANSSI en France, parce qu'on a une directive européenne sur les lanceurs d'alerte qui a été transposée en droit français, on a tous les décrets, on a tout. Bref, il va y avoir bientôt une page web, je ne sais pas quand, hein, je ne suis pas en contact avec l'ANSSI, mais comme c'est la loi, ils vont faire le job, j'ai aucun doute là-dessus. Quand Nice 2 va rentrer en vigueur en France avec la loi de transposition, il y aura quelque part une procédure pour signaler de manière anonyme les vulnérabilités au CERT. Voilà. Il n'y aura plus de sanctions pénales. On va arrêter de nous dire, oh là là, j'ai divulgué un truc, et on va nous ressortir l'exemple de M. Lumpisch en 2000 qui avait divulgué une vulne. Et c'est bon. La jurisprudence des années 2000, c'est mort. On est en 2023. On va arriver en 2024-25 avec la transpo. Il y aura moyen de signaler une vulne de manière anonyme et pas que les vulnes critiques avec le code de procédure pénale actuellement en France. Bref, ça va être mis en œuvre pour tout le monde et ce sera plus simple.
Et on en arrive là au truc qui est quand même très, très structurant, qui ne va pas toucher le grand public, mais les pros, ils vont bien comprendre ce qui se passe. C'est l'arrivée de l'ENISA avec un rôle central qui est l'élaboration et la mise à jour d'une base de données européenne de vulnérabilité. Là, tu as carte blanche, Patrice, explique-nous. Oui, alors jusqu'à présent, il y a une base de données que tout le monde utilise qui est celle du NIST, euh, donc, qui est un organisme américain aussi. Donc c'est vrai que ça a du sens d'avoir un organisme européen qui a ce type de mission. Et ce qui est intéressant, c'est que le NIST, à un moment, il a complètement disparu, puisqu'il y avait la grève des fonctionnaires, ou c'est même pas la grève d'ailleurs, ils ont Non, c'était été. le shutdown Le ch- budgétaire. On n'a plus de voilà, pognon, donc on ferme les musées, on ferme les eaux et on ferme le NIST. ouais, on ferme le NIST, et il y a un Français, j'ai assisté à une rump session à la conférence STIC début juin, qui a acheté le nom de domaine nist.rip pour en gros faire un miroir du feu NIST originel, puisqu'il avait gardé tous les documents. Donc il a recréé le site du NIST. Et en fait, au fil du temps, les gens ont commencé à lier NIST.RIP au lieu de lier les articles sur le NIST du gouvernement. Et à un tel point que même aujourd'hui, il y a des nouveaux articles du NIST qui est revenu qui pointent vers NIST.RIP certains documents. Donc c'est assez intéressant comme histoire. Et voilà, bon, l'Europe, apparemment, donc l'ENISA va se doter d'une base de données européenne des vulnérabilités. C'est bien. Il faut voir à quel terme elle va apparaître. Et puis, on peut aussi se poser la question sur le scoring des vulnérabilités, puisque le Ah ouais. CVSS, c'est aussi quelque chose. Moi, j'ai une vision peut-être un peu tranchée, mais si on s'appuie aussi sur la vision du CISA et du catalogue des vulnérabilités connues pour être exploitées, en gros, il y a un score qui est assez binaire. C'est soit une vulnérabilité qui est utilisée pour faire une intrusion, soit c'est pas une vulnérabilité qui rentre dans ce cadre. Donc, on va pouvoir réfléchir à des nouveaux scores sur les vulnérabilités si on a envie. Je suis pas sûr qu'à la fin ça serve vraiment à grand-chose. Pour moi, l'initiative du CISA le montre tout simplement. Ok. Donc, pour le faire en synthèse pour des gens qui sont un peu moins tech que toi, aujourd'hui, enfin depuis des années, depuis toujours en fait, le monde de la sécurité des systèmes d'information, le monde se basait sur ce système donc du NIST, qui est, c'est un organe du gouvernement américain, hein, c'est pas une agence indépendante, c'est une sorte d'équivalent de l'ANSI, entre guillemets, organique, bref, qui a ce système de scoring, CVSS, Common Vulnerability Scoring System. Bah, aujourd'hui, l'Europe va avoir son propre système, autonome, indépendant, dont on ne connaît rien. Tout ce qu'on sait, c'est que comme on est sur NIS 2, il va falloir que ce soit transposé et globalement mis en œuvre eh bien, à partir du 18 octobre 2024. Donc c'est en train d'être négocié, organisé, ça veut dire des budgets, du machin. Mais voyez le rôle central de l'ENISA, donc qui va tenir à jour cette base de données des vulnes. Bon, la base de données, ce ne sera pas que les villes européennes, hein, tout ce qui va passer, on va tout mettre dedans. Et vous voyez derrière, l'ENISA va établir, gérer les systèmes d'information, les politiques, les procédures appropriées. Si on mettait 10 euros par fois où on voit le nombre de le terme approprié qui apparaît, on va gagner du pognon, et les mesures techniques et organisationnelles nécessaires. En clair, ça va être toute l'architecture de remontée des vulnes, donc des certes nationaux vers l'ENISA, et toute la redescente et la mise à disposition des professionnels qui va être entièrement pilotée par l'ENISA. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est complètement nouveau, puisque jusqu'à 2019, l'ENISA était un organisme temporaire dont le budget était revoté tous les 4 ans et ça redémarrait, il ne se passait pas grand-chose. Et aujourd'hui, on devrait avoir à terme, 2 ans, 3 ans, un véritable système européen et il faut s'en féliciter. Bon, on a été plus long que prévu, on passe à la conclusion. Alors, je vais faire la mienne et tu vas faire la tienne derrière, Patrice. Moi, ma conclusion, sous forme de question, faut-il diluer Nice V2 avec du vin blanc? Ma réponse est, vous faites comme vous voulez. Simplement, le constat aujourd'hui, c'est que on a un énorme problème de cybersécurité pour tout le monde. Alors, déjà pour les entreprises, bien sûr, les entités critiques, essentielles, importantes, vitales, OK. Et on voit bien qu'on a des réponses législatives derrière qui imposent un certain nombre de mesures de sécurité extrêmement détaillées. Et que si on ne fait pas ça,
eh ben, objectivement, on va tous mourir numériquement et que ça ne marchera jamais. Donc à un moment, on peut critiquer ces textes, on peut trouver qu'il y a des choses débiles dedans. Moi, je me souviens d'une des dispositions de Nice V2, on vous dit: «Alors il faudra prendre en compte les protocoles de cryptographie, virgule, y compris le chiffrement». Bon, il y a quelques phrases qui font un peu rigoler. Je pense que c'est pas là-dessus qu'il faut insister. On est face à un vrai défi organisationnel, technique, juridique, il va falloir bosser, les délais sont assez courts, il va falloir s'y mettre. Ben, voilà, là on est, si vous entendez, si vous regardez ce webinaire, on sera probablement fin juillet 2023. Bah, d profitez de vos vacances, parce qu'à partir de la rentrée, là ça va commencer à devenir chaud et l'été prochain, quand on va tous découvrir qu'on est en retard, l'été 2024, là l'été va être plus tendu. Donc profitons-en pour, bah, vous documenter. Nous, on va continuer à rentrer dans certains détails techniques. On vous a mis plein de contenus déjà en ligne, voilà, qu'on a le plaisir de faire avec des pros. Merci encore, Patrice, de ta participation parce que nous, à un moment, les juristes, bah, on bute un peu sur le côté technique. On a fait plein d'épisodes, sur, notamment Nice 2, un peu Critical Entities pour comprendre comment tout ça marche. On est en train de mettre en place des process, des machins. On va faire sûrement une série d'épisodes, relative, à Dora quand même pour, voir peut-être une vision un peu plus, fonctionnelle de Dora et puis, bah, Patrice, ta conclusion, pardon, parce que est-ce que tu veux diluer un peu Nice V2 avec du vin blanc ou tu préfères la bière peut-être? Je sais pas. Ouais, bon, je bois un peu de tout, mais hem, non, je trouve que, bah, ça va dans le bon sens. Je pense qu'on voit clairement qu'il y a une prise de conscience au niveau européen, qu'il est temps de faire quelque chose, d'un point de vue, Mmh. cybersécurité puisque, bon, les rançongiciels sont devenus une pandémie, à part entière et bon, si on rajoute à ça des aspects géopolitiques, forcément, il est temps de faire quelque chose. Donc globalement, ça va dans le bon sens. Je pense que pour les plus grosses entités qui ont des équipes, dédiées en cyberdéfense, pour une partie de ces règles-là, elles ont déjà des choses en place. Heu, donc pour celles-là, ça sera beaucoup moins difficile de se mettre en conformité. Mais, pour les petites entités, par contre, là, ça risque de faire mal. Ouais, hein. En fait, c'est ce que disent, tous les gens avec qui je parle, c'est le constat que tu en tires aussi. Les très gros, ils ont commencé à s'équiper bien. Les moyens, ben, c'est pas terrible. Les petits, c'est souvent franchement mauvais et puis il y a tous les prestataires derrière. Je parle pas des prestataires de sécurité, hein, mais les prestataires de services pour les très gros, les moyens, les petits et eux, moi de ce que je vois, ça arrive pas à monter au cerveau encore et on a plus que pour 16 mois et à un moment, ça va être compliqué. Mmh. Merci encore Patrice de ta participation. Bah, merci à vous qui avez suivi cette série de films. Je crois qu'il est temps de prendre du repos. Bonnes vacances, à toutes et à tous et on se retrouve à la rentrée, on a eu plein d'idées, on va mettre plein de trucs en œuvre, et il se pourrait même qu'il y ait un petit, podcast, avec des discours imaginaires, des ours, et des elfes, qui viennent vous raconter des trucs pénibles, mais de manière un peu rigolote. Mais pour l'instant, c'est très secret. On est en train de les enregistrer. Donc, on en parlera à la rentrée. Patrice, merci encore. Et merci de m'avoir invité. Avec plaisir. À bientôt. Bonnes vacances. À bientôt. Au revoir.